fait gris et il y a des briques turquoises. Aucun doute, on est dans le nord. Bienvenue. Merci Vincent de nous recevoir. Donc tu vas nous montrer une opération de marchand de biens, vraiment une opération typique de marchand de biens, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la découpe, il n'y a pas de réno, il y a très peu de travaux, on est vraiment dans la découpe. Donc déjà, petite précision, dans cette vidéo, on va tout simplement vous montrer les extérieurs parce que vous allez voir les intérieurs, il y a beaucoup de volume et comme tu fais à peu près aucun travaux, bah, ça ne sert pas à grand chose de les montrer, honnêtement il n'y aura pas un énorme intérêt. Donc on va surtout faire les extérieurs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence un petit peu la visite avec Vincent, c'est que tu nous expliques déjà au niveau des bâtis, c'est quoi? On va commencer par le plus important, l'accès. Ouais. Donc on commence par l'accès, on accède à la propriété, on ne vous l'a pas montré l'extérieur parce que la route est quand même assez passante, il y a beaucoup de bruit. Donc, pour ne pas vous polluer les oreilles, on a commencé de l'intérieur. Donc actuellement on a ce grand portail qui dessert ce qui était avant, c'était une ferme, c'est ça? Un ancien corps de ferme, ouais. Un ancien corps de ferme. Ok. Et donc maintenant tous les lots vont être desservis par cet accès-là, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, ouais. Ok. Donc du coup, on a, vas-y, tu sais quoi, je te laisse expliquer et raconter. Alors ici, en fait, on va avoir deux accès, 2 fois 4 mètres. Un accès à gauche qui va donner accès à un terrain à bâtir, ouais, qui est tout au fond de la parcelle. Qui est par là-bas et qu'on ira voir par la suite. Tout à l'heure. Et puis un deuxième accès donc, sur la droite, ouais, qui donne accès donc, à un deuxième terrain à bâtir, qu'on va voir aussi après, ouais, mais également qui va donner une servitude à une petite cour arrière pour la maison. Ouais. Et donc cette maison-là, la partie grise que vous voyez là, ouais, c'est une maison. Ouais, ouais. Elles se font un petit peu avec le temps gris. Mais, ouais, c'est ça. Et puis une deuxième servitude pour cette grange-là, ouais, ou verte. Hein, et là, par contre, elle ressort bien par rapport au temps gris. Donc une deuxième servitude pour cette grange-là. Ok, très bien. La maison, ici, tu veux la revendre avec un petit bout d'extérieur? Il y a quelque chose? Ouais, la maison, on la revend avec un petit bout d'extérieur. Donc il y a eu le géomètre à clouter là, ici. Voilà, donc cet extérieur-là. Donc okay, ce petit extérieur ici. Donc jusque-là, ça va appartenir à la maison qui pourra faire son extérieur? Voilà, jusque-là, c'est l'extérieur, la petite cour de la maison. Et au niveau de la grange? Et au niveau de la grange, bah, c'est pareil, elle a cette deuxième partie-là, en fait, ouais, cette deuxième demi-cour, on va dire, qui, ouais, va appartenir donc, à la grange. Okay. Et donc les deux ont une servitude de passage ici, okay, qui est l'accès au terrain à bâtir derrière. Ok, très bien. Donc là, c'était dans la continuité, hein. Les bâtiments verts, ils étaient encore ils étaient collés, joints par la toiture, ouais, en fait, et ça faisait un grand porche, ouais, un grand porche avec un escalier qui montait, qui accédait ce qui étaient les greniers à grains avant, à l'époque. Et derrière, du coup, il y a un grand terrain qu'on va maintenant vous montrer. C'est un stade de foot. Ouais, c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. On aurait pu en faire 2 stades de foot, mais on a préféré faire les terrains à bâtir. Ouais, c'est un peu plus rentable. Effectivement. Du coup, 2 grands terrains qui, lorsque tu es venu visiter à la base, étaient présentés comme un terrain non constructible. Ouais. Parce que enclavé. Parce qu'en fait, il faut pas d'accès, se rappeler que ouais, l'endroit par lequel on est passé maintenant, en fait, n'existait pas. N'existait pas, c'était recouvert, fermé. Et donc, du coup, pour l'agent immobilier qui nous a vendu ça, c'était des terrains, un terrain, ouais, mais non constructible. Ouais. Et du coup, vous l'avez valorisé en disant, mais en fait, on va créer ici un passage, on va créer un passage et on va en fait faire 2 terrains à bâtir à l'arrière, là où avant il y avait que dalle. Ouais. Donc au niveau des lots, on a la maison qu'on a vue, on a la grange, donc la partie verte. Ouais. On a 2 lots à bâtir ici. Ouais. Et on a encore un lot qui est juste là, ouais, au final. C'est les seuls travaux qu'on a fait. Les seuls travaux qu'on a fait ici, c'est refermer ici en briques. Si vous voyez, les briques sont un peu différentes. Là-bas, il y a des briques qui sont horizontales. Et là, il y a des briques qui sont à la verticale avec un bardage métallique. Donc ça, la partie avec le bardage métallique, c'est la partie que vous avez faite récemment. Ouais, c'est ça qu'on a fait faire récemment. Donc on a juste fermé, ouais, pour créer donc un hangar, ouais, qui est revendu comme un lot à part, hangar avec un accès, lui, directement sur la rue. Ok. Et qui va être utilisé par contre comme quoi, surface de stockage ou... Surface de stockage, il est vendu à une entreprise de bâtiment qui va y stocker, ouais, son matériel, ses véhicules. Ok. Par contre, lui, il n'a pas le droit de passage dans la cour ou tout comme ça. Il a un accès direct à la rue, un accès direct à la rue. Et ça?
Alors ça appartient au terrain à bâtir. En fait, on vend non pas des terrains à bâtir, mais on vend des lots bâtis avec une partie constructible. D'accord, ok, très bien. Ce qui paraît que, fiscalement parlant, ça peut nous apporter quelques avantages. Il paraît que c'est intéressant, fiscalement parlant, en effet. Ok, très bien. Donc ce que je vous propose maintenant qu'on a un petit peu fait le tour, c'est de passer à toute la chronologie de l'opération, un petit peu les chiffres et voir aussi potentiellement les obstacles que tu as pu rencontrer. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on discute un petit peu avec Vincent de la chronologie de cette opération, les chiffres et potentiellement les difficultés que tu as pu rencontrer sur cette opération et voir les leçons qu'on peut éventuellement en tirer. Donc déjà, pour vous situer d'un point de vue chronologique, on tourne cette vidéo en septembre 2021. Okay. Donc ce bien, tu l'as trouvé quand? Je l'ai trouvé le 31 juillet 2020. Tu l'as trouvé le 31 juillet 2020. Ouais. Ok, très bien. Et donc le compromis, tu l'as signé quand à peu près? Je l'ai signé quelques jours après. En fait, dès que j'ai visité, que j'ai vu l'anomalie, on va dire, des terrains à bâtir qui n'avaient pas été comptabilisés comme tels, j'ai fait tout de suite une offre au prix. D'accord. Le soir même, je crois que je faisais une proposition signée. Et comme c'était pendant les vacances, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, on va dire. Il y avait peu de monde qui avait vu ce bien. Okay. Et donc on a signé le compromis, je crois, 15 jours après, parce que l'agent immobilier passait par notaire. Donc on est passé par notre notaire pour signer le compromis de vente. Ok, voilà. Ok. Et donc, toi, est-ce que tu as mis une condition d'urbanisme par rapport au terrain à bâtir derrière? Oui, on a mis des conditions suspensives d'obtention de la déclaration préalable positive, d'un certificat d'urbanisme B positif également, et également de l'obtention d'un permis de construire pour la grange, parce qu'au départ on s'est dit on va rénover la grange, et donc potentiellement il faut qu'on obtienne aussi un permis de construire pour la grange, plus conditions de financement également sur ce bien-là, et je crois que c'est et possibilité de pré-commercialiser aussi. Donc la tartine de conditions qui va bien. Ouais, tout ce qui va bien. Et donc ça nous a amené jusqu'à octobre 2021, où on devait réitérer au plus tard. Ok, très bien. Ensuite, donc là, clairement, tu n'es pas encore propriétaire. Non. Par contre, tu as réalisé déjà des travaux. Oui. Et comment tu as géré ça? Alors en fait, j'ai également donc, une société de travaux avec mon associé. Donc une des conditions pour lesquelles on a pu faire cette opération et faire réaliser les travaux, c'est qu'on s'est arrangé en fait avec les vendeurs. Et donc ça a été aussi une des difficultés, c'est de faire accepter ça aussi, trouver un arrangement avec eux. C'est de donc faire réaliser les travaux par les vendeurs. D'accord. Également, donc les travaux donc, ont été réalisés donc, à leur charge. D'accord. Donc c'est eux qui seront facturés pour ces travaux et donc qui auront entre guillemets la responsabilité de ces travaux faits par notre entreprise. D'accord, ok, super. Voilà, petite astuce qu'on a trouvée pour ne pas être responsable des travaux et puis ne pas en être à notre charge si toutefois l'opération ne devait pas aller à son terme. Ouais, c'est sûr, parce que c'est quand même très déconseillé de réaliser des travaux avant de devenir propriétaire. En fait, petite astuce, si je peux me faire une petite astuce, en tout cas, comment on l'a valorisé, mise en avant, c'est que les acheteurs, les vendeurs, n'avaient pas du tout cette vision du potentiel de leur maison. Et donc comme on était sous compromis, on s'est dit bon, on va tant pis tout mettre sur la table et leur dire que si c'est nous qui réalisions les travaux, une fois que les travaux étaient réalisés, si nous on devait ne pas aller au bout du compromis, et ben tout était prêt pour qu'ils revendent à l'identique, mais beaucoup plus cher que ce qu'ils en auraient tiré avec cette vente-là. Donc vous leur avez bien vendu le concept. Voilà, puis on a posé carte sur table, parce que, en prenant un peu le risque puisqu'on était sous compromis, donc après si nous on ne devait pas aller au bout, ça n'aurait pas été de notre fait non plus, donc tant pis, on a joué carte sur table. Parfait, parfait. Et donc au niveau commercialisation, la maison qui est derrière, celle-là, elle est déjà commercialisée? Oui, déjà vendue. Pas vendue parce que commercialisée, t'as pas encore acheté. Compromis signé, délai purgé, financement accepté. Donc là, les acquéreurs, ils sont dans les starting blocks. Ils attendent que toi, tu deviennes propriétaire. Ok. La partie hangar qu'on a vu que tu as vendu, commercialisé à un artisan, là aussi, donc tu as quelqu'un, lui qui aussi attend. Sans condition de financement aussi, donc là, pareil, toutes les conditions, il n'y a plus de conditions suspensives sur le compromis. Les deux terrains à bâtir, tu as trouvé des acquéreurs? Oui, on a deux acquéreurs avec permis de construire accepté qui viennent d'être affichés aujourd'hui même. Pour la petite histoire, quand on est arrivé pour rentrer dans la propriété, il y avait un des acquéreurs qui était là avec son panneau pour afficher son panneau de permis de construire, donc on est en plein dans le feu de l'action de cette opération.
Du coup, les terrains sont pré-commercialisés, le hangar est pré-commercialisé, la maison également. Il ne reste plus que la grange verte, bleu turquoise. La belle grange verte, ouais. Personne n'en veut, c'est peut-être la couleur. Le coup de cœur n'a donc pas encore eu lieu au niveau de la grange verte. Vous aviez trouvé un acquéreur, ceci dit, et qui vous a claqué dans les pattes. C'est ça, en fait, ça fait partie une des difficultés de ce dossier. Ça a été le retard de ce dossier fait partie de ça. Okay. C'est que la grange avait été vendue et finalement l'acheteur a pu se sortir du compromis avec une vraie fausse refus de prêt. Voilà, okay. Donc voilà, ça nous a retardé quelques temps. Donc maintenant, il faut qu'on reparte à la... Vous repartez sur une commercialisation sur ce lot. Ouais. Et comme tu m'expliquais que vous l'aviez commercialisé un petit peu haut, on va dire, et que bon, vous aviez envisagé aussi peut-être de faire des travaux, mais qu'au final... quand on pose les chiffres sur la table, on a tout intérêt à ne rien faire. Ouais, à bazarder. Et même à rogner une partie de notre marge escomptée pour aller plus vite et boucler la vente le plus rapidement possible. Ok. Donc là, l'opération dans sa globalité, pour faire assez simple, c'est un budget de combien entre l'acquisition, les petits travaux, etc. On est sur un budget à combien? On a un budget à 245 000. D'accord, tout compris, avec les frais de notaire et compagnie? Frais de notaire, frais de viabilisation. Tout inclus. Tout inclus. Ok, 245 000. Et en gros, ça va dégager une marge de combien en admettant que, que vous fassiez une petite ristourne sur la grange? En faisant une petite ristourne sur la grange, on arriverait à une plus-value brute de 88 000 euros. Ouais, donc on est quand même proportionnellement sur une marge qui est très correcte, qui est même très honorable, surtout compte tenu du peu de job qui a été fait ici au final. Parce que, à part faire une ouverture qui a été faite par ta propre entreprise et payée quelque part par les vendeurs, vous avez rien fait. Non, ça nous a pris effectivement 10 jours de boulot. 10 jours de boulot en tout, c'est tout ce que ça nous a... Donc c'est 10 jours bien rentabilisés, on va dire. Effectivement, en 10 jours, là je parle que les travaux, après il y a la partie administrative, les DP, voilà, mais bon après... qui ont été faites par le géomètre, j'imagine. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu as rencontrées sur cette opération? La difficulté qu'on a rencontrée sur cette opération, c'est le profil des vendeurs, qui était un tout petit peu compliqué, donc une famille nombreuse avec... quelques difficultés personnelles à s'entendre, à se rassembler en un même point. Voilà. Donc ça a été une difficulté qui nous a imposé quelques retards sur le projet. Le notaire des vendeurs aussi, qui est un notaire vieille école, qui est très dur à bouger. Et puis clairement ça n'intéressait pas, il avait autre chose à faire a priori que commercialiser ça. Et puis, toujours dans l'administratif aussi, a priori, ça faisait partie d'une SCI qui a été liquidée, mais pas tout à fait. Enfin, il n'y a pas les... Donc un vrai bordel. Un vrai bordel administratif un vrai bordel. Qui nous a causé du tort. Après... Et comment tu as fait justement avec toutes ces données, c'est-à-dire le notaire qui traîne les pieds, une indivision un peu bordélique, comment vous faites justement pour essayer de pousser un petit peu les choses et que ça avance malgré tout? On avait notre notaire derrière avec lequel on a déjà fait quelques opérations, moi à titre privé, revendu des biens que j'avais auparavant, donc c'est notre notaire exclusif on va dire aujourd'hui. D'accord. Et donc on a depuis quelques temps en fait un jeune notaire salarié qui vient rentrer dans la boîte et qui nous suit, qui suit tous nos dossiers. Et lui par contre il avance. C'est un vrai partenaire et il avance et il fait avancer les choses, il appuie, il téléphone, il insiste. Et donc c'est grâce à nos partenaires qu'on fait notre lien de confiance, on va dire, avec les partenaires qu'on a, le notaire en l'occurrence. C'est lui qui fait avancer les choses. Le notaire, c'est vraiment le partenaire numéro 1 du marchand de biens. Et s'il y a bien un interlocuteur sur lequel vous ne devez faire absolument aucune concession, c'est votre notaire. Il en faut vraiment un qui soit dynamique, qui soit réactif et qui sache faire les opérations de marchand de biens parce que tout le monde ne sait pas faire. Je me disais, le notaire vendeur, c'était un peu un vieux de la vieille, lui, ça le fait chier. Et quand on tombe sur un notaire comme ça, clairement, c'est galère. Donc c'est très bien d'avoir avec soi un notaire qui soit dynamique et qui pousse un petit peu, qui fasse avancer les choses. Ok. Toi, la formation, donc là on est en septembre 2021, la formation, tu l'as suivie quand concrètement? Alors j'ai acheté et suivi tout de suite ta formation en juin 2020. Juin 2020, ok. Fin mai, début juin 2020. Donc je l'ai avalé assez rapidement et puis je suis passé assez rapidement à l'action puisque je te dis j'ai visité tout de suite et puis tombé sur ce bien là en fin juillet 2020. Ok.
Donc en un mois, j'avais trouvé cette pépite, enfin ce que j'estime être une pépite. Bah oui, pour un vu marchand la bien, marge que ça dégage, oui, c'est vraiment pas mal. Ouais. Est-ce que tu avais déjà une expérience dans l'immobilier avant de faire cette formation? Ouais, j'avais une expérience dans l'immobilier locatif. En fait, j'ai fait quelques opérations de achat, rénovation pour de la colocation étudiante sur l'île. Ouais. Où j'avais, là je suis en train de me séparer de quelques biens, mais voilà, j'avais une quinzaine de lots sur l'île avant ça. D'accord. Et puis voilà, le souci des rotations, la location, voilà, ça me paraît. Aujourd'hui, je fatigue déjà. Je comprends. Parce que je suis là, j'ai un certain âge. Ouais. Et puis, j'ai préféré quand même assez rapidement m'intéresser aux marchands de biens, le fait d'acheter, revendre rapidement, et puis de moins se soucier, on va dire, des soucis de gestion du quotidien, la fuite d'eau, le changement de locataire. Voilà, une fois qu'on a vendu, on est un peu plus tranquille. Voilà. Ouais, c'est sûr. On est tranquille à 100%. Mais... Et qu'est-ce que, par rapport à l'expérience que tu avais, qu'est-ce que la formation t'a amené en plus, justement? Ça m'a apporté beaucoup de choses sur l'aspect prospection, recherche. Voilà, parce que quand on recherche du locatif et quand on recherche de l'opération de marchand de biens, c'est pas du tout la même chose. Enfin, ça se rejoint sur certains points, mais pas tous. Ouais. Et puis après, c'est surtout sur l'aspect fiscal, réglementaire. Voilà, je pense que ta formation, elle est quand même hyper bien organisée déjà. Elle est logique et puis sur tous les aspects du métier, toutes les possibilités de valorisation. Concrètement, par exemple, ces accès autres en termes d'urbanisme, je ne suis pas sûr que j'aurais vu ça tout de suite avec mon œil d'investisseur immobilier. Quoi. Ouais, tout à fait. Et pourquoi, c'est toujours une question qui m'interpelle, pourquoi ce choix de vouloir faire de l'achat-revente en immobilier? Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans la vie. Et pourquoi marchand de biens? Parce que ce n'est pas un choix anodin, on va dire. Simplement parce que cash is king, je pense. Okay. Voilà, et que ça permet beaucoup plus rapidement qu'avec l'immobilier locatif de dégager des sommes d'argent qui nous permettent de pouvoir après soit les réutiliser pour du locatif, pourquoi pas. Là, je ne ferme pas du tout la porte au locatif, mais disons que ça permet quand même. J'arrive à un âge justement où il faut. C'est quel âge? J'ai 45 ans. D'accord. Okay. Et donc je pense que voilà, j'en suis sûr maintenant, avec les opérations de marchand de biens. Il y a moyen, quand je vois les résultats qu'on prévoit de faire d'ici fin d'année 2021 avec les opérations qu'on a en cours, voilà, c'est clair que c'était la bonne solution. Parce que je précisais pour vous qui nous regardez qu'on est venu tourner cette opération-là, il y en avait d'autres, et pour des questions pratiques, on est venu filmer que celle-ci, mais Vincent a plusieurs opérations en parallèle et dans les tuyaux, etc. Mais on est venu filmer que celle-ci. Mais il y en a d'autres, d'où les fameux chiffres dont il parle pour la fin de l'année 2021. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo, que ce soit les personnes qui ont suivi la formation ou qui n'ont pas du tout suivi ma formation, qui sont déjà marchands de biens ou qui ne le sont pas encore, et si tu avais par exemple un conseil à leur donner? Le conseil le plus pertinent que je puisse leur donner et qu'ils puissent tous comprendre, c'est bougez-vous le cul. Très bien. C'est vraiment le point, voilà, je vois que ça. En fait, c'est la seule différence que je vois entre les gens formés, pas formés, et tous ceux que je connais aujourd'hui qui gagnent de l'argent avec l'achat-revente, et parce que je connais maintenant quelques marchands de biens, c'est qu'ils se sont bougés le cul, c'est tout. Donc voilà, un conseil simple, bougez-vous le cul. Conseil simple, mais néanmoins extrêmement efficace, pertinent et synthétique, comme on les aime. Donc merci beaucoup pour ce conseil. J'aurais pas pu trouver mieux, je pense. Et effectivement, que vous choisissiez de vous lancer en mode autodidacte, que vous choisissiez de faire une formation, la mienne, celle d'un autre, on s'en tape. Ce qui est important, c'est vraiment de passer à l'action. Des erreurs, vous en ferez, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, ce que je peux vous garantir, c'est que si vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez que dalle. Donc ton conseil, il est extrêmement pertinent. Bougez-vous le cul et vous verrez, ça finira toujours par fonctionner. Donc ce que je vous invite à faire, c'est payer votre like pour Vincent et cette opération qu'il a eu la gentillesse de bien vouloir nous montrer. Et laissez-lui un petit commentaire aussi de félicitations, je suis sûr que ça te fera plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Au revoir, à la prochaine.